Nous sommes ici avec M. Molden, chef du Parti Action canadienne. En fait, je devrais dire Dr. Andrew Molden. Premièrement, quelle est votre formation académique comme docteur? J'ai commencé à l'Université de l'Ontario en 1987 et j'ai ensuite fréquenté l'équivalent de 6 universités au Canada. J'ai obtenu mon bac en psychologie biologique, une maîtrise en développement de l'enfant et en développement du langage chez l'enfant. J'ai continué le doctorat à l'Université d'Ottawa en neuropsychologie expérimentale avec une sous-spécialisation en neurosciences cognitives. Je suis ensuite allé à l'Université de Toronto pour ma thèse de doctorat sur la physiologie électrique et l'information traitée par le cerveau. J'ai passé mon examen du doctorat compréhensif requis sur les blessures acquises du cerveau. J'ai fait ma préparation clinique sur les jugements comportementaux du cerveau. De là, je suis allé à l'Académie médicale de l'Université d'Hamilton, en Ontario, et c'est là que j'ai obtenu mon diplôme en l'an 2000. J'ai suivi avec ma formation de résidence et j'ai fait de la psychiatrie et de la neuropsychiatrie. Donc, mon background est grosso modo dans le cerveau comportemental et les neurosciences sont ma spécialité. Le Parti Action canadienne est un parti politique fédéral du Canada qui a été établi par le député au premier ministre Paul Hellyer en 1997. M. Hellyer était député au premier ministre sous Pierre Elliott Trudeau. M. Hellyer avait prédit, même tôt dans les années 90, que le pays se dirigeait vers la perte de sa souveraineté, perte de contrôle. Et nous avions, à l'époque, déjà perdu le contrôle de notre système monétaire et sa souveraineté. Et il réalisa qu'un nouveau véhicule était requis dans le but d'avancer par, du et pour le peuple. Tous les fronts multiples affectent le Canadien moyen. Il pouvait voir le pour, du, par le peuple être sournoisement remplacé par l'idée du pouvoir corporatif. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Jusqu'à ce que le contrôle de l'émission de la monnaie soit restauré au gouvernement et reconnu comme sa responsabilité la plus évidente et la plus sacrée, toutes les pourparlers de démocratie et de souveraineté du Parlement sont inutiles et futiles. En 1930, William Lyon Mackenzie King a nationalisé notre Banque du Canada. Notre banque, ça veut dire ta banque. Notre banque nous appartient. En fait, en Amérique du Nord, le Canada est propriétaire de la seule banque publique existante. Cette Banque du Canada, nationalisée par M. Mackenzie, imprime notre argent et fournit de l'argent. En fait, prête de l'argent à la société pour financer notre infrastructure. Par exemple, en finançant notre infrastructure avec la Banque du Canada, nous payons de l'intérêt à nous-mêmes, au lieu de les donner à des cartels de banques étrangères privées. Donc, comme la banque nous appartient, nous lui empruntons. Nous créons de l'argent et nous nous payons de l'intérêt à nous-mêmes. Donc, nous avons payé pour le réseau maritime du Saint-Laurent. Nous avons payé pour l'autoroute transcanadienne. Nous avons survécu à la dépression, la Deuxième Guerre mondiale. Et nous avions une dette nationale de 18 milliards. Fantastique. Mais en 1974, une condition pour joindre le G7, devenu le G8, qui est maintenant le groupe des 20, et tout ça est inspiré de l'école du commerce de Martin Friedman à Chicago. Il disait, il serait mieux de donner l'industrie des finances des pays au marché privé et les laisser contrôler le flot divin. Mais comme condition pour l'intégration à ces groupes, les nations doivent laisser tomber leur pouvoir de se faire eux-mêmes du crédit, de se prêter de l'argent à eux-mêmes. Et parce que nous avons choisi l'intégration de ce groupe, vu que nous pensions que le G7, G8 ou G20 était une bonne chose pour le Canada, nous avons donc arrêté d'utiliser la Banque du Canada pour financer notre infrastructure. Nous ne nous empruntons plus d'argent à nous-mêmes, nous empruntons de cartels de banques privées. Ce qui est arrivé en faisant de la sorte, notons que 80% de notre économie vient d'échanges domestiques. De laisser tomber ce droit de nous prêter de l'argent à nous-mêmes est absurde, parce que notre déficit est passé de 18 milliards à 588 milliards, duquel environ 95% découle de l'endettement. De l'argent que nous payons en intérêt, mais à qui? Il n'y a personne qui vit au Canada et agite son drapeau canadien à qui nous payons ces 60 milliards de dollars en intérêt, que ce soit au niveau national, provincial ou municipal. Nous payons des intérêts à quelqu'un d'autre. Au lieu d'imprimer notre propre argent et de nous le prêter à nous-mêmes pour financer notre propre infrastructure, pour financer nos services sociaux, pour financer les programmes en éducation, aux universités, où les étudiants sont endettés jusqu'au cou. À mesure que vous laissez tomber le contrôle de votre monnaie, et M. Mackenzie a déclaré en cours de route, l'émission de l'argent et du crédit est la ressource de l'État la plus précieuse. Une fois
fois que vous laissez tomber ce contrôle, peu importe qui fait les lois de la nation, car une fois l'usure ou la finance en contrôle, elle ruinera la nation. Et toute cette idée de nouvel ordre mondial est un groupe d'élites financières et intellectuelles qui appliquent pratiquement la même mentalité. Contrôlez l'économie, contrôlez l'émission d'argent et vous contrôlez la nation. Et maintenant, contrôlez la nourriture et vous contrôlez les gens. Et c'est comme ça que tranquillement, étape par étape, le plan tout entier change les lois. C'est mieux pour les corporations, mais le citoyen moyen est laissé à lui seul. En l'occurrence d'une altercation, les corporations peuvent pratiquement éliminer les citoyens de leurs propres opérations. Et vous devenez pratiquement sous l'emprise de cet État féodal. Le monde a appris, à travers leur histoire de force brute militaire, que la société se battra pour ses droits. L'Allemagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en est un très bon exemple de la volonté de prendre de vastes territoires par des actions militaires industrielles. Si les citoyens voient des changements signifiants imminents auxquels ils n'ont pas participé, ou eu la chance de voter, ou discuter, ou juste la possibilité de dire s'ils trouvent ça acceptable ou pas. Et les gens qui veulent imposer ces changements pour nous amener à une union globale, une poignée d'élites intellectuelles et financières auto-élues, c'est ce qu'ils sont réellement, règnent maintenant sur des pays souverains. Ils réalisent qu'ils doivent prendre part contre les individus de notre société. Et quand les individus en question voient un grand changement arriver, ils aboient, parce que vous pouvez voir le début et la fin de ce tunnel, de ce tableau peint pour nous, que nous voulons laisser tomber nos droits et souveraineté de notre propre volonté. Mais si nous pouvons voir le but ultime depuis le tout début, nous aboyons. Et ceux qui veulent nous imposer ces changements et nous manipuler vers leur propre concept le reconnaissent. Donc, par des changements progressifs, c'est très furtif. Ça passe sous les radars, un petit changement tous les jours. Des exemples, le SPP, le Partenariat de sécurité et prospérité, une sécurité et prospérité pour l'élite, rien de sécure ou prospère pour le commun des mortels. Des ententes de libre-échange qui sont représentées comme pour le bien de tous, pour la liberté de déplacement des biens et des gens et des régulations sur les tarifs. Mais tous ces lents changements progressifs sont une façon subtile de changer les lois d'un pays et passer de par, du et pour le peuple à par, du et pour l'élite. Ça bénéficie surtout à des groupes individuels élitiques, surtout des corporations. Donc, en amenant ces changements progressivement sur nos lois et nos terres, nous nous réveillerons un jour et penserons, c'est la vie. Mais ce n'était pas supposé finir comme ça. Vous pouvez passer une frontière avec votre armée et toute votre machinerie militaire et les gens disent, mon Dieu, on nous attaque. Et là, on nous attaque. Mais parce qu'avec ces changements progressifs, les gens ne perçoivent pas que les balles et les flèches, les canons et les fusils nous sifflent aux oreilles. Les gens ne le reconnaissent pas. Si vous embarquez dans un ascenseur et qu'il y a 20 personnes dans cet ascenseur et que 19 de ces personnes fixent le mur du fond de l'ascenseur, par conformité sociale, même si la bonne chose à faire est de regarder la porte de l'ascenseur pour la voir ouvrir. Mais pour s'intégrer avec la majorité, nous regardons le mur du fond. Nous ne savons même pas pourquoi, mais ça semble être le statu quo. Les complices font tous face au mur du fond. Et vous verrez comment cet homme, en imperméable, essaie de maintenir son individualité. Mais, tranquillement, étape par étape, il regarde sa montre comme excuse pour pouvoir tourner la tête un peu plus vers le mur du fond. Essayons encore. On peut voir arriver le sujet et nos trois complices. Et cet homme a apparemment participé à des groupes dans le passé.
Les gens deviennent alors complices en adoptant la même mentalité. Parce que ceux qui veulent nous esclaver, ceux qui cherchent à nous retirer nos droits, ceux qui volent la souveraineté de notre nation et ceux qui essaient de changer nos lois pour le bien commun, pour nous harmoniser, nous peignent un tableau, supposément pour notre bien, et les gens ne savent pas. Même nos officiels élus ne fouillent pas pour lire toutes les implications du plan de ces ententes de libre-échange. Et réaliser, mon Dieu, ça c'est mauvais pour notre pays. Et quand ces gens reconnaissent que c'est la guerre, et nous sommes vraiment dans une guerre silencieuse pour notre nation, et pas juste le Canada, toutes les nations sont sous la même menace. Ceux qui cherchent à nous esclaver réalisent que l'opinion publique est indispensable. Pour eux, ça signifie comment contrôler les opinions d'une population et d'individus. Eh bien, vous achetez leurs opinions, leurs programmes de télévision, vous les bombardez avec les mêmes messages sans arrêt. Et là encore, progressivement, la société se fait laver le cerveau. Vous leur dites que c'est pour leur bien commun, que c'est inévitable, que nous allons dans cette direction, et nous suivons donc tout ce qu'on nous dit à la lettre comme un mouton aveugle.